Bonsoir à tous, nous sommes ensemble pour notre émission politique spéciale élection régionale des 20 et 27 juin. Nous avons en plateau la liste Nous, Alliance nationale Guadeloupe, avec 7 membres de cette liste que je vais tout de suite vous présenter. Tout d'abord, la tête de liste, Ronald Selbonne, qui est enseignant, mais aussi écrivain. Il a un parcours politique qui date de 2014 à 2017, où il a été conseiller municipal sur la commune de Saint-Louis à Marie-Galante, aux côtés de Camille Pélage. Laurence Makiaba est chef d'entreprise en communication événementielle. Elle n'a pas de parcours politique. Vincent Tacita, lui, est chef d'entreprise, mais aussi enseignant. C'est son premier engagement en politique, lui aussi, pas de parcours. Et ça sera à peu près comme ça pour ceux qui vont suivre. Julie Tran est elle aussi chef d'entreprise et aucun parcours politique. Cindy Daomé est responsable prévention des risques. Elle n'a pas de parcours politique. Laure Chanteur, mais elle ne chante pas, elle est chef d'entreprise. Ah si, je chante. Elle chante, mais sur ce plateau, elle est chef d'entreprise. C'est ça. Et puis, pas de parcours politique. Et Nathalie Minacci, docteur en sciences agronomiques, pas de parcours politique. Voilà pour une présentation de cette liste. Et je débute avec vous, Ronald Selbonne. Alors, on va dire que vous mettez les pieds à l'étrier. Alors, alors on en parle. Est-ce qu'on peut dire que vous représentez la nouvelle voie? Je ne sais pas si si nous représentons la nouvelle voie, mais en tout cas, nous représentons l'espoir d'une Guadeloupe nouvelle, d'une Guadeloupe responsable, et qui, effectivement, nous sommes partis d'un constat qui peut s'articuler autour d'une triple urgence. Une urgence existentielle, une urgence morale et une urgence identitaire. L'urgence existentielle, c'est de dire qu'aujourd'hui, nous pouvons disparaître en tant que peuple. On le rappelle, ce chiffre qui est énorme, 47% d'une génération quitte la Guadeloupe et ne revient pas. Cela relève, cette urgence existentielle donc n'est pas pour nous un délire idéologique, c'est un cauchemar mathématique, ça va nous arriver si nous ne faisons rien. Deuxième urgence, l'urgence morale. Nous voyons tous ce défilé d'hommes politiques au Mont-Verguin. Nous voyons tous les affaires des uns et des autres. Il s'agit pour nous de redonner confiance aux citoyens et de permettre qu'une génération sans casserole, sans désordre à casserole, ait occupé des affaires de la Guadeloupe. Troisième urgence, c'est l'urgence identitaire. Nous voyons tous comment un sentiment guadeloupéen, de manière un peu diffuse, s'exprime en Guadeloupe. Il s'agit donc pour nous de donner une expression politique à ce sentiment identitaire. Donc voilà un peu les trois pôles de notre engagement. Ce n'est pas une nouvelle voie, c'est juste la voie guadeloupéenne. Alors, est-ce que aujourd'hui, il s'agit pour vous de sensibiliser les Guadeloupéens sur les 3 points que vous venez de mentionner? Est-ce qu'il s'agit pour vous de vous dire que oui, cette population, elle est prête pour franchir un cap? Tous les Guadeloupéens ont le sentiment de dépossession du pays. Nous tous qu'a dit, nous avons senti le pays là qui à nous. Et donc, il s'est posé à notre génération et aux plus jeunes qui nous entourent la question du que faire. Que faire? Est-ce qu'on reste là, chacun dans son coin, à marmonner, à ressasser des constats? L'heure de l'engagement a sonné pour notre génération et je crois, à travers les échos positifs qui nous remontent du terrain, la manière dont nous sommes reçus, je crois que les Guadeloupéens sont prêts pour cette heure guadeloupéenne, cette heure de l'émancipation, cette heure de la responsabilité. Alors, comment faire? Est-ce que les Guadeloupéens n'ont pas dit oui, je veux la France et rien que la France? Il ne s'agit pas de vouloir la France, rien que la France. Il s'agit pour nous de vouloir la Guadeloupe. Et nous savons tous que nous avons un rapport avec la France qui est séculaire. On ne va pas gommer d'un coup de vote ou d'un coup de baguette magique cette relation. Il s'agit pour nous
petit à petit, d'entrer en responsabilité, de prendre des compétences afin que nous allions vers l'émancipation, c'est-à-dire tout simplement qu'elle nous mette en case en nous. Si nous partons du principe que nous sommes un peuple et que nous avons une identité, il faut que cette identité ait une expression institutionnelle. C'est donc à ce chemin de sueur, de labeur que nous invitons le peuple guadeloupéen. Et je crois, en tout cas, quand nous voyons la réception de chez la jeune génération, je crois qu'il y a un écho favorable et que nous sommes prêts. 2021 sera l'heure de la responsabilité, l'année de la responsabilité guadeloupéenne. Alors, où est-ce que nos élus jusqu'ici ont failli? Bon, nous n'en sommes pas là pour dire que les élus n'ont rien fait. Ils ont certainement fait, très certainement, dans des domaines particuliers, ils ont fait des choses. Mais ils n'ont rien fait pour l'émancipation de ce peuple. Ils n'ont rien fait pour la responsabilité de ce peuple. Au contraire, ils nous ont maintenus dans l'irresponsabilité institutionnelle. Et donc, nous sommes là, nous, la liste nous sommes là pour mettre cette responsabilité au cœur du champ politique, au cœur du débat politique guadeloupéen. Alors, est-ce que ce soir, vous dites, oui, nous sommes confiants, est-ce que vous vous battez avec les mêmes armes que les autres listes? Madame Moissé, est-ce que j'ai l'air d'un homme battu ou d'un homme qui s'engage dans cette bataille perdue? Non, au contraire. Je viens avec vous ce soir rempli de joie, rempli de tranquillité, parce que je sens monter partout en Guadeloupe cette espérance. Cette espérance en l'eau Guadeloupéen, mais c'est longtemps nous t'es qu'à attendre ça. Donc, même si nous pas réussi, et nous qui réussi, puisque là, nous avons décidé, et c'est notre démarche, elle est différente. Nous ne sommes pas venus là pour régner. Nous sommes venus là pour construire un royaume. C'est-à-dire, nous sommes venus là pour durer. Quand nous avons sur notre liste en 4e position Julie qui a 28 ans, c'est pas une jeunesse alibi. C'est parce que nous sommes dans la construction, nous sommes dans le coup d'après. Nous nous préparons à non seulement prendre le pouvoir politique, mais à rester au pouvoir politique, à accompagner notre peuple vers la lumière de la responsabilité. Alors, qu'avez-vous à dire à ceux qui disent, oui, mais OK, c'est original, nous, ils ont un discours différent, mais à parler à eux, il faut y attendre un petit goût encore. Qu'avez-vous à répondre à cela? En passant, ça veut dire parler, c'est le peuple qui a décidé le 20, mais en tout cas, nous avons proposé, nous décider agir et nous acceptons tous les risques de ce débat démocratique, y compris de perdre, mais nous n'allons pas perdre. Donc nous allons proposer notre discours, notre programme, nous allons le développer. Le peuple va avoir le dernier mot. C'est pour ça aussi que nous sommes aussi tranquilles, parce que nous venons encore une fois pour durer. Donc, les nous qui arrivent, si c'est le 20, tant mieux pour nous, tant mieux pour la Guadeloupe, mais il qui arrive et nous avons préparé, à dans l'équipe là, nous avons préparé les gens qui sont en responsabilité. Donc, nous sommes tranquilles. Merci, je reviendrai avec vous d'ici quelques instants et tout d'abord, je ferai un petit tour de plateau avec vous. Laurence Makiaba, vous êtes engagée en politique, pas de parcours politique. Qu'est-ce qui vous a motivé? Alors, je n'ai jamais été engagée sur une liste politique dans le combat électoral. Maintenant, j'ai participé à plusieurs initiatives. J'ai participé au collectif Jeunesse Guadeloupe à l'époque. On a eu à travailler à la conférence permanente de la jeunesse avec les collectivités et locales et nationales sur des plans de politique publique pour la jeunesse. Je suis au Césaire, je suis présidente d'une commission qui s'appelle Nouvelle économie, génération numérique et développement international. Donc la chose politique, quelque part, m'intéresse depuis un moment. Clairement, l'offre électorale qu'il y avait jusqu'à maintenant ne m'intéressait pas du tout. Simplement, pourquoi? Parce que
On est toujours dans une espèce de négociation, de gestion bancale avec la France, où on va se présenter comme étant président de la Guadeloupe ou présidente de la Guadeloupe avec des responsabilités, alors qu'on n'a pas les moyens de sa politique. Et on sait pertinemment que sur des dossiers, il faut toujours aller chercher l'échelon supérieur pour y arriver. Sur des sujets stratégiques, on l'a vu par exemple avec la géothermie, où on a une habilitation à la région sur l'énergie, et dans les ministères, on vend la géothermie sans qu'on ait notre mot à dire, alors que la collectivité dit non. Et malgré ça, on est dans une peur d'aller plus loin. On est dans un manque de courage politique qui fait qu'on est toujours en train de gérer la maison, quoi. On gère la boutique. On gère la boutique, mais on ne regarde pas vraiment les comptes, on ne regarde pas vraiment comment ça fonctionne, et on n'essaie pas de faire en sorte que ça fonctionne. Et on l'a vu encore cette semaine pour les pêcheurs, sur une situation où des hommes et des femmes indiquent qu'ils n'arrivent pas à vivre de leur emploi, de leur travail, de leur force de travail. La seule réponse est « je vais appeler les ministères à Paris ». On l'a vu pendant le Covid, les seules réponses sont « je vais envoyer un courrier à Paris », alors qu'on est ici, qu'à côté, il y a d'autres pays qui ont de l'essence. Donc, on ne se pose même pas la question de savoir comment les autres font pour qu'on puisse aussi réfléchir, peut-être à bouger le monopole de la Sahara. La réflexion n'est même pas posée sur la table. On a un cadre qui est celui-là, et l'offre politique qui était là jusqu'à aujourd'hui était de gérer à l'intérieur de ce cadre-là sans se poser la question de comment on peut faire différemment. Et donc, 255 morts du Covid, moi je pense qu'au bout d'un moment, oui, je suis là parce qu'on ne peut pas rester là comme ça indéfiniment. Alors Vincent Tacita, merci Vincent Tacita. Nous sommes dans un cadre que vous connaissez. Alors, est-ce que vous aurez les moyens d'arriver à justement à faire bouger les lignes? Est-ce que le cadre qui est posé ne va pas vous happer, ne va pas vous broyer? Les cadres ne sont pas inamovibles. On peut les bouger. Et l'histoire a montré que les cadres ont été modifiés très souvent, y compris le cadre français actuellement. Il bouge en permanence. Et les autres pays qui ont été colonisés comme le nôtre ont vu leur cadre bouger. On va parler d'Haïti, on va parler de la Nouvelle-Calédonie, etc. Ils ont bougé. Donc, à part pour Gubitano ne peut pas bouger. Mon engagement, il est tout simple. Il est lié évidemment à mon histoire familiale. Et j'ai baigné dedans. Baigné dans quoi? J'ai baigné dans un environnement très politisé depuis jeune, et j'ai toujours eu tendance à faire confiance à mon peuple, aux gens qui m'entourent, et ça, le groupement qu'on a pu mettre en place et qui est devant vous aujourd'hui en est la preuve éclatante. On pense que nos talents, et je ne parle pas que de nous, que les talents guadeloupéens peuvent permettre de faire fonctionner ce pays-là mieux qu'aujourd'hui. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai chevillé au corps. Et je ne pense pas seulement à ceux qui sont ici en Guadeloupe, je pense à ceux aussi qui sont partis ailleurs et qui ont bien envie de revenir en Guadeloupe. Et donc c'est ça qui m'anime vraiment, cette confiance-là dans les Guadeloupéens. Et on le voit, on l'a dit tout à l'heure, le fait que nous soyons un pays, un peuple, nous ayons une culture, montre bien que nous sommes singuliers et nous ne sommes pas comme d'autres peuples. Et cette singularité-là doit nous permettre d'évoluer. Et je ne vais pas vous citer la litanie de talents qu'on a ici et ailleurs, qui serait très longue et qui devrait donner confiance à tout le monde. On les voit ici, on les voit à l'étranger, on les voit en France. Et je pense honnêtement qu'on peut y arriver. Et il ne faut jamais oublier que les cadres sont là pour évoluer. Ils évoluent tout le temps. Et aujourd'hui, justement, avec le gouvernement qu'on a aujourd'hui, encore en train de faire évoluer le cadre. Donc le but du jeu, c'est que nous fassions bouger les cadres le plus possible pour aller vers l'émancipation qui nous est chère. Alors aujourd'hui, vous venez avec une nouvelle offre politique dans un contexte particulier, dans un contexte au-delà de la crise sanitaire, un contexte de peur, de défiance. Alors, est-ce que ce ne sont pas autant d'éléments qui feront que vous ne serez peut-être pas suffisamment audible? Pas plus que les autres, pas moins que les autres. Pas plus que les autres, pas moins que les autres. D'autant que nous arrivons avec une offre totalement nouvelle qui est vraiment différente des autres, de par au moins notre positionnement idéologique, et on l'assume totalement. Et c'est vrai que cette défiance qu'on mesure depuis très très longtemps en Guadeloupe, elle va toucher tout le monde, y compris peut-être nous, et la liste nous. Mais je pense honnêtement que les nouveaux visages qui arrivent ici, alors certains qui sont connus,
et qui sont reconnus dans leur profession peuvent aussi donner confiance aux gens. Et le but du jeu, c'est justement de dire que les talents qu'on a, qui ont parfois réussi dans leur profession, dans leur activité, qu'il s'agisse d'activités associatives, culturelles, masse, n'importe qui bitin, eh ben, c'est bon à ça, nous connaissons et nous savons qu'il y a travail bien en l'arrêt là. Et donc, la gestion du pays, c'est exactement ça. Il y a un exemple, il n'y a pas longtemps, le président de la République, Emmanuel Macron, qui a été élu il y a 3 ans, ben, un an avant son élection, personne ne connaissait, il n'avait eu aucun mandat électoral. Rien. Il est président, il va peut-être même faire 2 mandats. Enfin, il était déjà au gouvernement. Oui, mais un an avant, non. Il était quand même, ou 2 ans avant, non. Déjà dans, on va dire, le sillage. Julie Tran, donc vous êtes la plus jeune de cette liste, c'est ça? On a une plus jeune qui a 24 ans, Meryl, d'ailleurs je la salue. Je suis partie de la mouvement jeunesse et c'est elle la plus jeune. D'accord. J'ai 28 ans, elle en a 24. D'accord. Alors à 28 ans, vous dites, je dois porter ma pierre à la construction d'une autre Guadeloupe, c'est ça? Alors, je portais déjà ma pierre à l'édifice Guadeloupe bien avant mon engagement sur la liste Nous, parce que j'ai créé une association. Dans mon quotidien aussi, dans ma consommation, dans mes choix, j'œuvrais déjà individuellement. Cette année, j'ai décidé de rejoindre l'Alliance nationale Guadeloupe justement pour rejoindre un collectif qui agit et qui a les mêmes valeurs que moi, le partage, la responsabilité qu'on prône énormément au sein du groupe, parce qu'on n'a pas la prétention en tout cas de réunir toutes les compétences dans une seule personne, mais on fait appel principalement au collectif pour apporter des solutions pour les Guadeloupéens et la Guadeloupe en général. Vous avez mis les pieds à l'étrier. Lorsque vous regardez tout ce qui se passe autour de vous, comment les hommes et les femmes politiques sont malmenés, est-ce que ça ne vous fait pas un petit peu peur? J'ai pas vraiment peur. Ce qui me fait peur, c'est toutes les réactions autour de moi. Ce sont mes proches qui ont peur et en fait, ça se transmet naturellement dans mes choix. Mais j'essaie quand même de rester lucide et de dire que je vais rester fidèle à moi-même et à l'éthique qui est portée par la liste Nous. Et ce sont des valeurs que je partage également parce que j'ai toujours voulu rester droite dans mes bottes et je pense que jusqu'à présent, j'ai rien à me reprocher. Droite dans vos bottes? Pouvoir apporter des solutions sans forcément, comment dire, porter préjudice à la population. Voilà. Merci Cindy Dahomey. Oui, donc vous aussi, pas de parcours politique, vous êtes engagé au niveau de la liste Nous. Alors, qu'est-ce qui vous a plu au niveau de ce groupe de personnes, puisque ça n'a pas été tout de suite une liste? Quelles sont les valeurs qui vous ont plu? Alors moi, je suis entrée il y a 2 ans en me disant que je voulais faire partager mon expérience avec la Guadeloupe, parce que c'est quand même la Guadeloupe qui m'a permis d'avoir un parcours. Et je cherchais comment faire. Et dans le comment faire, j'étais beaucoup dans la discussion, dans l'écoute et la discussion avec les jeunes, avec tous les gens que je rencontrais. Et donc, je suis tombée sur des personnes qui m'ont dit, mais on cherche des compétences en risque à l'ANG, rejoins-nous. C'est comme ça que je suis entrée à l'ANG. Et là, j'ai découvert une bienveillance énorme, une expertise énorme et des gens qui ont un seul objectif, construire la Guadeloupe de demain, développer la Guadeloupe et faire des constats, trouver des idées de solutions et partager les solutions. Et ce que j'apprécie, c'est qu'on soit expert ou qu'on soit novice dans des domaines, on a le droit d'apporter son idée, on a le droit de débattre, on a le droit de convaincre et c'est vraiment une richesse. Et au bout d'un moment qu'on a commencé à poser des actions, on s'est posé la question, comment mettre en place ces actions rapidement. Et une des solutions, c'était de rentrer en politique. Donc voilà, on se mouille et on y va. D'accord. Alors pour vous, c'est partir de l'existant ou on oublie tout et on repart à zéro? Non, on n'oublie pas tout puisqu'il y a beaucoup de travail qui a déjà été fait. Si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont issues de familles politiques. Même moi, je suis issue de familles politiques. Donc non, on parle de ce qui existe et on construit pour l'avenir. Vos parents avaient la même direction que vous? Alors mes parents sont engagés politiquement, mais dans l'associatif. Ils ne sont jamais mis sur le plan électoral. Par contre, mes oncles et tantes sont dans les listes électorales. Et mes parents, je les ai toujours vus travailler pour construire les jeunes de demain. Et donc, au bout d'un moment, on se dit
qu'il faut aussi s'engager, et donc on y va. Leurs chanteurs, vos motivations? Être soi-même dans un pays où on ne connaît pas forcément tout. On découvre un pays avec... Laurence parlait de cadre. On découvre un pays avec ce qui va et ce qui ne va pas. Et les motivations, c'est de ne pas rester spectateur, de ne pas rester là à se plaindre sans rien faire pour changer les choses, tout simplement. Nous, c'est une jeunesse debout. Nous, c'est une jeunesse engagée, active, avec la joie de vivre. On revient de Marie-Galante il y a une semaine où, pour un week-end, on est allé voir d'autres entrepreneurs, d'autres acteurs de notre génération pour se fédérer. On fait des coups de main en jardin. Enfin, on est actif. On n'est pas là pour faire de la politique parce qu'on n'est pas politicien. On n'a pas une carrière politique derrière nous. Par contre, on est souvent de monde Si associatif. vous êtes élu, vous devrez quand même faire avec. Peut-être qu'on va pas accepter, peut-être que moi je vais peut-être pas accepter le terme, mais être engagé c'est déjà pas mal. D'ailleurs, je salue tous les membres de Nous Engagés, puisque la jeunesse a mis en place des actions sous la bannière engagée avec l'ANG. Et le but, c'est pas de rester juste politicien ou d'être citoyen, c'est de fonctionner au quotidien avec la population et d'apporter, souvent on dit la pierre à l'édifice, mais comme disait Cindy, de se mouiller un petit peu et de faire ce qu'on peut. Oui. Merci Nathalie Minacci. La Guadeloupe, rien que la Guadeloupe. C'est le slogan de nous. Non, non, la Guadeloupe, les Guadeloupéens, dans leur environnement, Caraïbes et dans le monde. Mais la Guadeloupe, être choqué en Guadeloupe, effectivement, pour après ça mieux appréhender le monde. Ça, c'est important. Donc là, l'urgence identitaire dont parlait Ronald, ben, elle est là aussi. Cette urgence identitaire qui fait qu'on doit... que les idées qui ont été portées depuis si longtemps par des gens qui avaient entrepris le combat de la Guadeloupe, on va dire ça comme ça, le combat des Guadeloupéens, et qui ont réussi à sauvegarder un certain nombre de patrimoines, qui c'est langue créole, qui c'est musique, qui c'est Kilti Guadeloupe, eh bien, tout ça, ça fait un terreau qui fait que ça émerge aujourd'hui, et c'est bien, politiquement. Alors, est-ce qu'il y avait déjà un travail de fait au niveau identitaire? Mais bien sûr. Est-ce que les politiques qui étaient menées jusqu'ici allaient dans ce sens? Ah, les politiques élus? Oui. À mon avis, non. Mais bon, de toutes les façons, nous t'as dans le cadre, et nous toujours dans le cadre. Et tout ça qui fait que nous sauvegarder ça, nous tailler, c'est effectivement moun qui goumé. Et moun qui goumé à des moments qui étaient raides. Parce qu'effectivement, pour ça parler créole dans l'école, pour ça jouer musique, goka, musique à résistance, etc., il faut te goumer. Donc, effectivement, toute la vie politique, c'est pour ça peut-être que nous ne sommes pas nous tous qui sommes là sur cette liste de nous, d'ailleurs, ne sommes pas des professionnels de la politique. Et c'est peut-être pour ça aussi nous disons du mal avec mot là, ça, politique égale politicien, etc. Et nous avons dit, mais nous toujours fait politique, enfin moi toujours fait politique, à d'engagement en nous. Et c'est pour ça que nous avons du mal aussi à faire la différence entre ça, nous avons fait au niveau associatif et engagement politique. Pour nous, c'est même bidin-là, nous, c'est même monde-là. Simplement, ce que nous portons au niveau associatif, ce que nous portons au niveau de l'organisation de la société, je dis là, effectivement, nous avons dit pour nous être bien plus loin, ou bien pour nous engager, combattre tous les fronts, il faut nous présenter l'islam au régional. Mais nous avons engagé et nous avons au-delà des élections-là, ça. Est-ce qu'elles n'ont pas fait c'est là qui précède des autres là, 6 autres élus? Non, nous pas fait ça. Et nous ni moun là dans l'ANG qui est effectivement rédisoré en nous, si vous voyez ça qui a mal passé. Mais nous pas fait ça parce que nous pas venir comme les autres là. C'est clair que nous pas venir comme ça. Nous pas parler d'une équipe. Alors à moins que l'on va rentrer en malade, c'était petit par réunion, bien qu'à passer en tête, on va pas venir fou. Mais non, nous pas venir avec une équipe clairement. Nous pas venir avec compétences en nous. Et c'est vrai que les en au départ, ou bien même au niveau de l'ANG, nous avons des gens qui sont des techniciens dans le métier. Des gens qui ont compétences techniques du fait de métier, du fait d'expérience associative, du fait de gens qui connaissent le pays, gens qui connaissent la Guadeloupe. Ils ont déjà des constats techniques, et ils sont capables de dire, mais c'est ça pour nous faire, pour nous sortir dans ça. Simplement, aujourd'hui là, nous avons que pour nous faire certains bulletins, ben, cadre là, ramène-nous. Et c'est ça aussi, avec l'élection là, ça que nous voulons faire, nous comprendre, nous Guadeloupe comprendre, que ni des bulletins que nous envie faire, nous péquer fait. Et par rapport à ça, qu'il faut nous prendre des dispositions pour nous faire ça, trouver nous dans d'autres cadres qui permettent nous de développer le pays en nous, en gens, nous veiller, puis servir Guadeloupe. Merci.
Merci. Nous marquons une pause et nous passons à la deuxième partie de cette émission. À tout de suite. Voilà, nous sommes arrivés à la deuxième partie de cette émission. Nous passons au thème. Alors, nous débuterons avec Laurence Makiaba. Alors, vous pouvez regarder le thème que vous avez, oui, choisi, enfin, que vous avez eu. La gouvernance. Oui, toutes mes dents sont dures. Alors, Oui. la gouvernance. Est-ce que ça m'inspire? Oui. Déjà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ce qui préside aux échanges qu'on a à l'ANG, c'est quelle Guadeloupe on veut et comment on peut faire pour la construire. Et évidemment, ça pose la question de qui décide et de comment on peut le faire. Dans mon métier, au-delà de l'événementiel, je travaille avec des collectivités sur la mise en place de projets de territoire. Et c'est évident que l'enchevêtrement de responsabilités de PCI, de maire, plus la préfecture, ça fait trop de personnes à décider et que c'est très compliqué. On est en discussion, enfin on regarde un petit peu quels sont les statuts qui existent. Il y a celui des îles Canaries, celui de la Polynésie ou d'autres. Et ce qui nous importe, c'est de voir dans quelle mesure on peut avoir les compétences qui nous permettent de directement prendre des décisions en fonction des compétences, même si c'est au fur et à mesure qu'on peut les avoir certaines compétences. Ça, c'est une chose. La deuxième, de faire en sorte que le citoyen puisse s'exprimer. Parce qu'aujourd'hui, alors je suis membre du Césaire, je le disais auparavant, les membres du Césaire ne peuvent donner qu'un avis consultatif. Pour le moment, le citoyen n'a pas vraiment voix au chapitre. Même si on donne un avis consultatif et qu'il est lu à la région, ce n'est pas un avis qui bloque. Et rien n'empêche la région de faire venir des cabinets extérieurs pour pondre des plans stratégiques qui ne correspondent pas à notre pays. Pour vous, est-ce qu'il est important qu'on ait une seule collectivité majeure? Pour moi, ce n'est pas tant ça le débat. Le débat n'est pas si une Ce ou n'est deux. pas un facteur bloquant? C'est pas un facteur bloquant. Ce qui m'intéresse, moi, c'est comment on peut avoir des contre-pouvoirs qui fonctionnent, c'est-à-dire qui, contrairement à ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire avec une espèce de concurrence inutile entre conseil général et conseil régional, qui fait qu'il y a des blocages qu'on ne comprend pas bien, des fois sur le dossier d'un acteur économique qui lui-même ne comprend pas pourquoi il est au milieu de tout ça. Aujourd'hui, il y a la signature de contrat de gouvernance. Oui, un contrat de convergence. On a vu ça, mais c'est bien parce que personne ne l'a reçu. Mais on a vu tout le monde a venu le signer. Donc, on aurait bien voulu le recevoir avant de pouvoir se positionner dessus. Mais clairement, il est évident qu'aujourd'hui, ça ne peut pas fonctionner parce que il n'y a pas une réflexion commune portée. Et ça fait que, quand vous avez des comités de pilotage avec le conseil régional, le conseil départemental et l'État, le conseil départemental et le conseil régional sont en train de se tirer dans les pattes pendant que l'État est en train de faire l'arbitre. Là, ils sont en train de dire nous voulons travailler ensemble, nous voulons avancer ensemble et nous nous engageons, nous signons. Si nos personnes sont bien arrivées au bon poste, c'est bien c'est ce que ça dit en sous-marin, en fait, quelque part, le contrat de convergence, puisque personne d'autre ne l'a reçu. L'idée, là, c'est de dire qu'il faut qu'on arrive à réfléchir pour qu'on ait des institutions qui nous permettent d'avoir des contre-pouvoirs, que les citoyens puissent avoir voix au chapitre, de vraies voix au chapitre, qu'on puisse compter sur l'expertise des Guadeloupéens et qu'il puisse y avoir, s'il y a des projets ou des sujets qui ne vont pas dans le sens de l'intérêt général, des moyens de faire évoluer la décision politique. Et pas qu'on soit dans du court-circuitage d'une assemblée ou l'autre qui se partagent des compétences concomitantes et personne n'y voit plus clair. Voilà. Merci Laurence Makiaba. Vincent Tacita. C'est à moi. Alors, la réduction des inégalités. Pourquoi tu rigoles? Nous avons de très riches discussions au sein de l'ANG, notamment avec cette jeune femme, Nathalie Minacci, et moi-même. Sur le sujet? Entre autres, c'est très philosophique, vous savez, c'est très philosophique, mais inquiétez-vous pour ça. Nous que vous avez. Alors, évidemment, à partir du moment où je conçois notre pays, la Guadeloupe comme un pays, il est évident que le bien vivre ensemble nécessite le fait que chaque monde a l'aise en pays-là. C'est une crainte que j'ai toujours eue ici, le fait qu'il y ait des gens qui vivent très très bien, de façon très bien ici, et d'autres qui cohabitent sur un petit territoire, et avec une misère énorme. Ça peut arriver dans notre pays, on voit ce que ça génère comme violence. Et le but d'une institution comme la nôtre,
comme celle qu'on va gérer, ça va être effectivement de faire en sorte que chaque citoyen, chaque monde, là, il y a un c'est que tout le monde c'est monde, c'est qu'effectivement, en pays en nous, il ne faut pas nier tout ça, inégalité qui a existé. Il y en a, c'est normal que les échelles de revenus ou de salaire soient différentes. Mais en tout cas, il faut que chacun, à sa place, se sente heureux de vivre et de cohabiter dans un pays. C'est pour ça que, notamment, dans la cadence économie, dans la commission économie sur laquelle on travaille, on a mis en avant l'économie sociale et solidaire, justement, pour répondre à ce besoin-là. C'est une économie qui doit effectivement générer des richesses. C'est normal que les nous qui travaillent, ça générer richesse. Mais cette richesse-là doit être au service du territoire et des gens qui sont dans le territoire, et pas au service d'une seule personne. L'ESS, l'économie sociale et solidaire, c'est un type d'économie aussi là où on a gagné l'argent, les revenus ne sont pas captés par une population. Ils sont dispatchés sur l'ensemble des acteurs qui ont créé cette richesse-là et donc dans le pays. Et le but, justement, on a vraiment travaillé là-dessus, vous allez le voir dans le programme, c'est vraiment pour cela, justement, qu'on a basé notre développement économique sur cet ADN-là, l'ADN de l'ESS, pour effectivement générer le moins d'inégalités possible. Et ce n'est pas quelque chose qui est récent, hein. L'économie sociale et solidaire existe. Et en plus, pays en ont l'habitude de faire ça. L'un de fait coup de main, c'est l'ESS. L'ESS, quand on a monté des mutuelles à l'époque, c'était déjà de l'économie sociale et solidaire. C'est nous qu'à mettre en biti en commun pour nous développer en économie, pour nous développer services pour nous-mêmes. Et c'est effectivement ça, et c'est ce qui nous motive aujourd'hui. Merci sur ce sujet. De toute façon, nous aurons l'occasion d'y revenir. Julie Tran. Coopération régionale. Parfait. Alors, que dire de la coopération régionale? Nous sommes dans un environnement aujourd'hui, on ne peut pas le nier, nous sommes dans la Caraïbe, nous sommes dans le monde. Et on le voit tous les jours, c'est nécessaire d'avoir des relations avec nos voisins proches et d'être capable, en tout cas, de comprendre à quel risque nous sommes exposés. Je vais prendre l'exemple, par exemple, de Saint-Vincent, qui est entré en explosion. Le volcan est entré en éruption récemment. Et grâce aux échanges qu'elle peut avoir avec les autres îles de la Caraïbe, je perds mes mots. La coopération est faite, l'aide est venue assez rapidement, en tout cas des autres pays de la Caraïbe, notamment de Trinidad. Et en fait, on voit qu'il y a des solutions en échangeant à nos voisins, en n'attendant pas forcément de l'aide venant de la France. On peut déjà être capable de se suffire et de s'autosuffire. Alors justement, dans le contexte actuel, est-ce que la coopération est possible? En tout cas, est-ce qu'on peut faire vraiment avec nos voisins de la Caraïbe? Dans le contexte actuel, non, clairement. Mais c'est quelque chose sur lequel on travaille avec l'ANG, avec la liste Nous. Et donc, c'est vraiment nécessaire de mettre ça en place. Je parlais du CARICOM tout à l'heure, mais il existe aussi de la coopération qui peut être faite au niveau des universités de West Indies, où les étudiants guadeloupéens peuvent, au lieu de partir à 8000 km en France ou au Canada, il y a une communication qui peut être faite en local pour dire qu'il y a des universités qui ont de très bonnes formations en Jamaïque, à Barbade, et c'est intéressant aussi de voir la coopération à ce niveau-là. Ce n'est pas la voie de l'université aujourd'hui. Comment? J'ai dit ce n'est pas la voie de l'université aujourd'hui. Non. Mais je n'ai pas un parcours universitaire, donc je ne peux pas vraiment vous parler de ça. Mais j'aurais aimé, en tout cas, en sortant du bac, pouvoir être informée sur les possibilités que j'ai de m'instruire dans la Caraïbe. Et c'est ce que je n'ai pas eu. Je le dénonce aujourd'hui. Et je pense que c'est ce sur quoi on doit travailler. Cindy Dahomey. Taxe sur les carburants. Ça vous inspire? Alors déjà, c'est une taxe variable. Donc, ça veut dire qu'elle dépend de la destination qu'on va en faire. Et je pense que du coup, c'est un sujet politique parce que en fonction,
le carburant, c'est quand même une énergie qui détient le monopole sur le territoire. Et donc, en fonction des choix stratégiques, on va privilégier telle ou telle profession. Donc ça, c'est déjà un premier sujet. Ça nous amène aussi sur la grève qu'il y a eu, sur le sujet de la parole, sur des telles énergies, que je pense que ça devrait être discuté autour de la table avec toutes les parties prenantes pour qu'on ait des décisions qui soient équitables, justes, et pas juste qui avantage une personne ou une autre. Et ça m'amène aussi sur les alternatives en termes d'énergie, parce qu'aujourd'hui, on a plus que le carburant en termes d'énergie. Et donc, je pense qu'il faut aussi qu'on creuse sur toutes les énergies qu'on a en Guadeloupe. On a un pays qui a le vent, le solaire, la géothermie et bien d'autres choses. Et je pense qu'il y a moyen d'avoir des alternatives qui permettraient que le carburant ne soit plus un sujet problématique comme ceux qu'on a eu dernièrement. Oui, les Guadeloupéens trouvent quand même qu'il faudrait faire des efforts quand on parle du carburant. On sait bien que les ménages ont des difficultés pour joindre les deux bouts. Alors, est-ce qu'il faut essayer de voir un petit peu du côté de nos voisins, quoique avec les normes, c'est vrai que c'est compliqué, mais est-ce qu'on peut détortiller tout ça pour avoir un carburant à un coût moins important? Moi, je pense que c'est une des solutions envisagées, et c'est pour ça qu'il faut sortir du cadre, comme disait Vincent. Ouais. Parce Dans le cadre, on ne peut pas. Ça va être très compliqué aujourd'hui. D'accord. D'accord, ça va être très compliqué aujourd'hui. D'accord, on a entendu. Laure, chanteur. L'autonomie alimentaire, génial. On échange? On peut couper en deux, on parle de l'autonomie et après de l'autonomie... Non, je rigole. L'autonomie alimentaire, c'est possible. C'est possible de dire autonomie alimentaire, mais je ne pense pas qu'on soit autosuffisant alimentairement. On est un petit territoire, on ne va pas pouvoir faire... Est-ce possible déjà? Qu'est-ce qui n'est pas possible? On trouvera des solutions. Lesquelles? Je suis pas à ce niveau-là? Aujourd'hui, je ne suis pas expert en alimentation, ni en autonomie, ni en agriculture. Par contre, j'ai essayé. Je peux dire que j'ai essayé de fouiller des patates. Voilà, on essaye. On apprend, on voit ce qui peut être fait. De ce que j'ai compris, vu qu'on a une agriculture très basée sur l'exportation pour nourrir d'autres peuples, c'est sûr qu'aujourd'hui, on ne peut pas être autonome alimentairement. Si quelqu'un se nourrit uniquement de bananes et de cannes, je ne sais pas qui fait ça, mais moi, ce n'est pas possible. Par contre, il y a beaucoup de terres qui pourraient sortir de cette monoculture et se transformer pour nous permettre d'avoir ce qu'il nous faut, en fait, qui correspond à notre alimentation. Quand on vous dit qu'il y a beaucoup de terres, mais beaucoup de terres chlordéconées, qu'avez-vous à répondre? C'est pas... Comment dire, chlordéconé, mais quelle idée? Qui a laissé faire tout cela? Voilà, encore le cadre. C'est encore le cadre. Donc, on va toujours revenir sur les mêmes solutions. C'est le cadre qui fait que, justement, on a des terres chlordéconées aujourd'hui. Et quand on regarde ce qui se passe dans le système de soins avec l'explosion des cancers, c'est merci au cadre d'avoir permis tout cela. Mais aujourd'hui, si on veut s'alimenter, il va falloir réfléchir sérieusement à une alternative. L'alternative, c'est effectivement leur sol. Leur sol, mais il y a plein de procédés permettant de se nourrir et de faire des choses autres que dans une terre polluée. Et puis, il me semble qu'on a trouvé qu'il y a des gens qui parlent de dépollution également pour nous permettre d'arriver là. Exactement, avec le procédé sur les sargasses. Non, mais il y a de quoi faire aujourd'hui. Il y a de quoi faire. Pour l'instant, on ne peut pas dire que demain, la Guadeloupe pourra s'autosuffire. Qui a la baguette magique? Personnellement, je n'ai pas de baguette magique. Ça ne se fera pas demain et je pense que personne ne peut le faire d'un coup. Maintenant, je pense qu'il faut travailler dessus de telle sorte à ce qu'on y arrive. Sans être autonome complètement, il faut qu'on se dirige vers cela, tout simplement. Il faut qu'on se dirige vers cela. Vers la souveraineté alimentaire. Pour compléter ce que dit Laure, c'est vrai que l'autosuffisance alimentaire, c'est un concept qui est un peu dépassé, comme l'autosuffisance alimentaire
tous ces concepts-là sont dépassés. Maintenant, le concept de souveraineté alimentaire, c'est voir ce qu'on est capable de produire, mettre d'abord l'agriculture au service de la population, de la nourriture de la population. Et évidemment, comme on ne va pas arriver à tout produire, on importera un certain nombre de choses. Voilà. Mais en tout cas, sortir de cette culture d'exportation, c'est ce que Laure voulait dire quand elle parlait effectivement de canne de banane. L'agriculture qu'on a en Guadeloupe, c'est une agriculture qui est héritée de notre passé colonial et donc qui a été toujours construite pour l'extérieur. Donc, quand on parle de canne et de banane, qui sont les deux piliers encore de notre agriculture et qui consomment la majorité des aides qui sont données à l'agriculture. Il faut surtout penser diversification. Il faut penser système alimentaire. Là aussi, la diversification qu'on a connue il y a 20 ans, c'était faire melon et ananas. D'accord ? L'ananas, c'était pour ici, heureusement, mais le melon, c'est encore pour l'extérieur et pour l'export. Et on a vu ce qui s'est passé quand il y a eu la crise, le confinement, et quand il y a eu le problème où on a pu enfin manger du melon de très bonne qualité en Guadeloupe, parce qu'il ne pouvait pas partir, d'accord, à cause des problèmes de liaison avion qui avaient été arrêtés. Il faut que l'agriculture de la Guadeloupe permette de nourrir d'abord les Guadeloupéens avec des circuits courts autant que possible et que, au-delà de ça, que les services que rend l'agriculture, notamment les services, ce qu'on appelle les services écosystémiques, un agriculteur qui travaille dans de bonnes conditions, il s'occupe de la terre, il s'occupe de l'air, il s'occupe de l'eau, et ces services-là, jusqu'à présent, ils ne sont pas pris en compte dans le prix de la denrée agricole. Donc nous, ce qu'on porte comme projet, c'est justement d'intégrer ces services-là dans le revenu qui est payé à l'agriculteur. Merci. Et on n'a pas besoin de tirer papier encore, non? Oui, bien sûr. Je ne réponds pas là, non? Rapidement sur... la déontologie en politique. Ah ben voilà. Alors... c'est ça. Alors, Pardon? Pourquoi? Parce que c'est un sujet qu'on a traité cet après-midi. Voilà. Et pourtant, s'il s'il y a quelqu'un qui pourrait pirater, c'est moi, puisque c'est moi qui... Alors, on ne l'a pas... Peut-être Adam. Non, j'ai pas piraté, mais bon, Non, voilà. mais je pense que c'est une question qui doit être au cœur, au-delà même de la déontologie, nous on parle d'éthique en politique, et c'est vrai que c'est la base de notre engagement. C'est la base de notre engagement, parce que justement, nous ne sommes pas des politiciens professionnels, nous ne sommes pas là pour faire carrière, et nous ne sommes pas là pour prévoir le coup d'après. Prévoir le coup d'après, mais pas forcément avec nous, c'est-à-dire utiliser la formation pour que ce que nous proposons soit durable, qu'il soit transmis aux générations suivantes, mais nous ne sommes pas là, nous, pour assurer notre propre survie dans ce système-là. Donc, la déontologie et l'éthique, c'est la base de notre engagement, c'est clair. Et ça veut dire tout simplement, il y a des mesures qui sont prises, qui sont des mesures presque automatiques. Hein, quand on a voulu améliorer l'égalité homme-femme, on a pris des quotas. Là, la mesure de dire un homme, un mandat, ou, je sais pas, et renouvelable une fois, c'est ça? C'est un nombre de mesures qu'on prend, effectivement, pour se garantir une certaine déontologie. Mais au-delà de ça, nous, ce qu'on veut Et pour ne inculquer... pas se laisser griser par le pouvoir. Sans doute, mais au-delà de ça, nous voulons arriver, et au niveau de l'ANG, nous formons et nous allons continuer à former nos militants à l'idée que la politique, c'est d'abord être au service d'une population, être au service de son pays. Et ça, c'est clair pour nous que ça va être ça en permanence. Merci. Ronald Selbonne. Je dois prendre un petit papier. Alors, relation avec l'État. Alors, je voulais d'abord dire, Madame Boissé, on s'est prêté de bonne grâce aux règles de votre jeu. Je me suis même cru un moment à question pour un champion et que vous étiez Julien Lepers. Pas du tout. Pas du tout. Non, mais juste pour dire qu'on a vraiment un fonctionnement en équipe. Nous ne sommes pas là, nous n'avons pas compétence en tout et nous savons trouver les compétences pour répondre à telle ou telle question. Alors, pour répondre à votre petit papier, relation avec l'État, ce sera très clair. Ce sera d'abord une relation de verticalité. Pendant trop longtemps, on a vu des élus guadeloupéens qui se couchaient devant les représentants de l'État, qui n'avaient aucune verticalité. Et je crois que ce pays, je crois que ce peuple, je crois que cette jeunesse ont besoin de verticalité, dans la représentation. Alors oui, il faut nourrir les ventres. On a parlé de souveraineté alimentaire, il faut nous manger, bref, mais les gens se nourrissent aussi de symboles.
les gens se nourrissent de symboles. Donc, premier symbole, dans nos rapports avec l'État, ce sera la verticalité, puisqu'on vient représenter le peuple guadeloupéen et on va s'inscrire dans ce chemin de la responsabilité. Si on est responsable, ce sera nécessairement une relation de verticalité. Il ne s'agit pas d'entrer en guerre avec l'État, il s'agit de dire à l'État, vous êtes notre partenaire. Il s'agit de dire au préfet, vous êtes le préfet, vous n'êtes pas le gouverneur de la colonie. Il s'agit de dire à tous les chefs de service des satellites de l'État, vous n'êtes pas élus par le peuple guadeloupéen. Les élus, ce seront nous. Donc nous allons prendre à bras le corps notre responsabilité et on va discuter d'homme à homme. Nous partons à Pomoun et nous péquons devant Pomoun. On va respecter les règles du jeu puisque nous nous inscrivons dans un débat démocratique. Nous savons très bien qu'il y a des compétences régionales, qu'il y a des compétences de l'État. Nous allons respecter ces compétences, mais nous allons donc être dans cette verticalité. Verticalité. Alors, j'aurais aimé savoir un petit peu plus. Quand vous dites nous sommes en verticalité, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire tout simplement, on ne va pas sortir des images d'archives. On a vu des présidents de région se faire interdire l'entrée de leurs propres manifestations. On voit toutes les semaines la manière dont le préfet et l'ARS parlent aux Guadeloupéens. C'est inadmissible. C'est inadmissible et le silence des élus est encore plus inadmissible. Si j'étais président de région, je serais allé dire clairement au préfet qu'il y a une autre manière de parler aux Guadeloupéens. Okay? Donc oui, nous allons respecter les règles du jeu, mais il faut effectivement que les gens nous respectent. Et notre peuple a besoin de ces symboles, a besoin de gens qui marchent droit, a besoin de gens qui leur montrent le sens de la dignité, le sens de la fierté. Encore une fois, ce n'est pas un combat, on ne sera pas dans un combat de coq avec le préfet, mais nous allons bien faire comprendre que cette terre est la terre des Guadeloupéens et que seuls ceux qui seront portés à la tête de la région ont été élus par les Guadeloupéens. Vous parlez bien de cette gestion de la crise Covid ou de la vaccination? Je parle de la gestion de la crise Covid, mais je parle de toutes les interventions. On a subi pendant un bon moment toutes les décisions du préfet Gustin. Souvenez-vous comment M. Gustin se permettait de parler aux élus de Marie-Galante, par exemple. C'est inadmissible. Et à côté des élus de Marie-Galante, on n'a trouvé aucun des présidents des grandes collectivités pour dire non, 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 c'est inadmissible, monsieur le préfet, d'infantiliser les élus. Moi, je ne suis pas un enfant, je suis un adulte et je veux que mon peuple se dirige vers ce stade d'adulte. Donc, dans mon comportement, je vais être un adulte face aux représentants de l'État, face à tous les chefs de service. Discuter d'égal à égal. Oui, puisque je veux être responsable, je veux être souverain. Donc, ça commence par là. Donc, au-delà, alors vous avez dit, nous parlons aux Guadeloupéens, nous voulons que les Guadeloupéens se responsabilisent, nous voulons que les Guadeloupéens puissent avancer, puissent progresser. Au-delà de ces thèmes qui ont été vus rapidement sur ce plateau, sur quoi voulez-vous marquer votre action? Est-ce que vous avez des priorités? Alors, on a au moins 3 priorités. D'abord, c'est la jeunesse. Depuis 2013, il n'y a pas de plan de formation de la jeunesse. L'une des grandes compétences de la région. Nous allons nous atteler à cette tâche et nous proposons dans notre programme quelque chose qui ne demande pas de l'argent, des dépenses somptuaires, quelque chose qui relève d'une réorganisation des services, d'une réaffectation des missions des services. Nous allons mettre en place ce que nous appelons le BADJ, le Bureau d'aide au développement de la jeunesse. Il s'agit de répertorier dans une immense base de données les jeunes qui sortent du collège, les jeunes qui sortent du lycée, qui font des études, de flécher un peu leurs études. Et nous allons influencer les études des jeunes Guadeloupéens à travers les aides. Il s'agira
Pour ces jeunes Guadeloupéens, s'ils veulent avoir les aides de la région, nous le disons clairement, il faut que leur formation, leur projet s'inscrivent dans la perspective de notre développement économique. Ça, c'est une chose. Et nous allons faire en sorte que ces jeunes soient prioritaires en termes d'information sur les emplois qui vont se libérer, sur les emplois qui ils seront avec tout un système d'alerte informatique, ils vont recevoir en priorité ces informations. Mais aussi, nous allons prévoir, parce que nous sommes dans la prospective, si nous décidons, par exemple, pour aller dans la direction de la souveraineté alimentaire, qu'il nous faut 17 ingénieurs agronomes, eh bien, nous allons inciter les jeunes Guadeloupéens à aller dans cette direction. Mais vous comprenez, Madame Boissé, tout cela demande de la vision, tout cela demande de la réflexion, tout cela demande un projet. Et un projet qui ne s'arrête pas aux marches du palais du Conseil Cela régional. demande l'adhésion aussi des parents. Parce que Oui. les parents, effectivement, orientent leurs enfants. Donc, est-ce qu'il s'agit de sensibiliser la population, je dirais, à tout cela? Parce que si les parents n'adhèrent pas, les jeunes n'adhéreront pas. Il faut déjà un discours politique clair pour dire « Milano Kaye ». Okay? Ensuite, on se donne les moyens. Il n'est pas normal que la région qui est en charge de l'orientation soit absente, en dehors d'une grande messe qu'on fait régulièrement, mais soit absente en termes de prospective de l'orientation de nos jeunes bacheliers. Et ça, nous allons, et c'est un travail, quand on regarde l'état de Guadeloupe Formation, ça c'est une insulte à la jeunesse guadeloupéenne. Comment on peut avoir dit changer d'avenir et laisser Guadeloupe Formation dans un tel état de décrépitude? C'est inadmissible. C'est un manque de respect pour la jeunesse. Donc ça, c'était notre première action, puisque je vous avais dit qu'il y en avait 3. Oui, nous arriverons tout à l'heure sur la deuxième action. Nous cheminons avec les appels de téléspectateurs, puisque nous en avons déjà, donc nous récupérons. Et puis, vous aurez à répondre aux questions, et puis nous passerons au deuxième, et ensuite au troisième point. Bonsoir, nous vous écoutons. Allez-y. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui, je vous appelle toujours de la commune de la Désilade. Je vous avais appelé avant-hier soir. Oui. Mais j'ai un gros problème avec ça. J'entends tous les élus, tous les candidats, pardon, les équipes. OK, ça parle de développement. Toutes les équipes parlent pratiquement de la même chose. Mais il n'y a aucun candidat qui a parlé de la surveillance du territoire. Et ça, j'ai un gros problème avec ça. Donc, je sais que la région a en charge de cette partie-là, en collaboration avec l'État. Pour nous pas parler de ça, nous pas entrer en Guadeloupe pour surveiller, pendant nous pas surveiller. Et après ça, nous, trafic de drogue, prostitution, prostituée rentrée, toute qualité rentrée. Et ça, il y a un gros problème avec ça. Pour référence, je me réfère beaucoup à nos voisins à Martinique. Allez faire un tour à Martinique. Au soir là, il est. Il est 21h peut-être. On va toi à Martinique. Pour voir sur Martinique. Allez là, ça. D'accord? Après, j'ai entendu un candidat parler de ça. Surveillance de nos côtes. Alors, merci. Il est en charge, nous là. Est-ce qu'il peut répondre à ça? On va mettre qu'à penser l'étape. Merci, monsieur. Merci pour cette question. Allez, bonsoir. Bonsoir. Qui veut répondre? Je me lance. Enfin, la surveillance de nos côtes, en tant que grand homme, l'État est là. Bon, premièrement, la surveillance des frontières, c'est une compétence de l'État. Donc, en prenant en charge des affaires à la région, nous n'aurons pas une compétence très large en matière de surveillance de fermeture des frontières. D'ailleurs, on l'a vu, Laurent s'en parlait tout à l'heure, dans la gestion de la crise Covid, pour le coup, il a parlé des prostituées qui sont rentrées, mais vu qu'ils sont rentrés, même gens-là, et je 259 000 pour l'instant. Je ne sais pas si les prostituées ont déjà tué grand monde, mais c'est une autre question. mais en matière de surveillance du territoire, évidemment, pour le coup, le monsieur va dans notre sens. C'est uniquement si nous avons changé de statut que nous pouvons gérer frontières en nous, enfin, pas rien qui compte, frontières en nous, je nous veux, y compris en matière de circulation des capitaux, des biens, des services et des personnes. Donc, il va à la limite, dans notre sens, gérer un territoire, c'est aussi effectivement gérer ses côtes, ses frontières, pour faire en sorte d'interrompre le trafic de stupéfiants, etc. Mais pour ça,
faut nous payer gérer. Et pour nous payer gérer, faut nous nier responsabilité là ça. Et pour nous nier, grand homme, ou peut voter pour nous parce que c'est ça nous commander aussi. La gestion d'un pays, c'est aussi ça. Merci. Nous récupérons un autre appel rapidement. Bonsoir, nous vous écoutons. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur Selbonne, avec monsieur Tacita et les autres. Je me poser 2 questions. Premièrement, une question, qu'est-ce que vous pensez mettre en place pour un développement économique plus harmonieux pour les artisans? Ensuite, deuxième question, qu'est-ce que vous pensez mettre en place, pareil, pour les îles du Sud, pour la désertification de la population, de la jeunesse, sur ces îles qui meurent petit à petit? Je parle de Désirade, Marie-Galante, Terre de Haut et Terre de Bas. C'est un vrai problème. Parce que la population part tous les jours et ne le retourne pas. Par contre, les zones prennent la place. Merci. Bonne soirée. Merci, monsieur. Bonne soirée. Comme vous le souhaitez. Oui, je trouve ça très intéressant comme question. Tout à l'heure, on parlait des actions qui étaient mises en place par l'ANG, par les cadences, par les plus jeunes. En revenant de Marie-Galante, c'est vraiment le sujet. Comment faire en sorte de développer une activité pérenne sur place, de mettre en relation ceux qui y sont, de les aider à se développer pour créer de l'emploi. Comment faire en sorte pour que les terres restent au Marie-Galantais et que du coup, une fois les années passées, on ne se retrouve pas avec des grands-parents sans successeurs sur place. Ça vient du développement économique. Le développement économique ne se fait pas tout seul. Il se fait parce qu'on se fédère et parce qu'on est accompagné. L'accompagnement, il se fait aussi parce qu'on décide, en tant que Guadeloupéens, de ne pas laisser le territoire, comme il disait, cette désertification qui se fait toute seule. Ça passe par la formation, de faire en sorte que la formation soit liée aux besoins du territoire. On a quand même appris pendant notre passage qu'il y a un magnifique scanner, par exemple, sur Marie-Galante, qui est flambant neuf et qui n'est pas utilisé, alors qu'à côté de ça, on attend des mois au CHU pour être pris en charge. Donc il y a déjà des choses qui existent, mais qui ne sont pas corrélées avec un développement du territoire. Donc répertorier ce qui se passe et passer, mais faire vivre l'économie, quoi. Pour compléter la réponse de Laurent, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'aides. Il y a des aides qui existent pour les entreprises de façon individuelle. Et on a un tissu économique qui est composé de très petites entreprises. Donc c'est souvent le chef d'entreprise, parfois sa famille. Et quand on regarde les statistiques de fermeture, quand le Pôle emploi fait les statistiques pour savoir pourquoi les gens ferment leur entreprise, c'est souvent par rapport à des accidents de la vie. Parce que le chef d'entreprise, parce qu'il porte tout, une fois qu'il est malade, qu'il divorce, qu'il est problématique, eh bien l'entreprise, elle meurt. Ce à quoi on a réfléchi en partant de ce constat-là, c'est dit qu'il ne s'agit pas simplement que la région soit un distributeur de billets de banque et donc juste des subventions les unes après les autres, mais qu'il fallait réfléchir à comment mettre en place une intelligence collective et qui porte aussi, qui aille dans le sens du projet collectif dont Nathalie parlait des Siokikourou. Donc on a réfléchi à des aides, des financements prioritaires, par exemple, pour des artisans ou des agriculteurs qui se mettraient ensemble pour pouvoir travailler de concert, pour aussi proposer des espaces, des outils de travail communs, par exemple des laboratoires partagés, pour qu'on puisse travailler ensemble. Merci. Et Laurent Sapin, ça m'a répondu déjà à la première question. C'était exactement ça. Et ça répond aussi à la problématique de faible non ou rentre-incident. Enfin, ces jeunes diplômés-là pour y rentrer incident. L'artisan aujourd'hui en Guadeloupe, il fait tout. Il a fait de vie faxi. Enfin, quand il s'est fait de vie faxi, il travaille très bien de ses mêmes, mais il est homme orchestre qu'il doit tout gérer. Et le but du jeu, effectivement, c'est de le faire accompagner avec des structures, des ingénieurs, de l'ingénierie locale et des gens qui peuvent travailler avec plusieurs artisans en même temps. Et donc, comme ça, l'artisan se concentre sur son cœur de métier, ça est qu'à faire, et tout ce qui est autour de son métier est géré par d'autres personnes qui peuvent elles aussi travailler avec d'autres artisans. Et donc, nous avons dans chaque, d'un bout à l'autre de la chaîne, nous aurons donc une expertise à la fois commerciale, marketing, etc., au niveau du savoir-faire et ensuite au niveau de tout ce qui est facturation, etc. Merci. Ronald Selbonne, nous récupérons notre appel parce qu'il y en a beaucoup. Et puis ensuite, nous arriverons rapidement au deuxième point. Mais ça sera vraiment très, très, très rapide. Bonsoir, nous vous écoutons. Allez-y, nous vous écoutons. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Oui, voilà, je vous appelle du Gosier.
Oui. Donc, avant ma question, j'aimerais juste donner mon avis sur un groupe politique que j'ai découvert récemment, sur la chaîne concurrente, ils sont déjà passés. Monsieur Selbonne, donc félicitations. Je n'ai pas connu le groupe avant ça. Moi, j'ai envie de dire que ce groupe politique, c'est l'attente de tous les Guadeloupéens. Maintenant, ma question, est-ce que réellement, pensez-vous que les Guadeloupéens sont prêts à faire ce pas vers l'autonomie? D'ores et déjà, je sais que vous êtes l'espoir de beaucoup de Guadeloupéens et surtout des jeunes Guadeloupéens qui cherchent à avoir cette autonomie financière, économique, de développement et nous prendre en charge nos responsabilités. Mon bulletin ira pour vous. Par contre, voilà, pensez-vous sincèrement qu'on passera ces élections cette année ou voilà, est-ce qu'il ne faut pas une préparation? Est-ce que les Guadeloupéens sont prêts à passer à ce stade d'autonomie? Voilà. Merci madame. Ronald Selbonne. Oui, nous faisons notre petite part, comme le colibri. Nous proposons un projet au peuple guadeloupéen. Le peuple guadeloupéen va décider. Il ne s'agit pas de violenter la conscience des Guadeloupéens, de violenter leurs habitudes. Nous n'allons pas rentrer en autonomie le 28 au matin. Il y aura une période de maturation. Nous allons franchir les étapes pas à pas. Et nous voulons surtout que les Guadeloupéens valident chaque étape, qu'ils le fassent en toute conscience. Donc nous allons mettre tout sur la table. La fiscalité, chaque fois que nous aurons besoin de telle ou telle compétence, nous allons le dire. Dans notre gestion de la région, quand nous allons entrer en conflit avec l'État, nous allons le dire aussi aux Guadeloupéens pour dire, bon voilà, on ne peut pas aller plus loin parce que ça bloque. Et vous comprenez bien, c'est pour cela que nous ne parlons pas d'article 73, 74, PTOM. Nous voulons montrer par la réalité de notre gestion, par la réalité de nos besoins, nous voulons montrer que nous sommes en capacité d'avoir cette responsabilité. J'ai retenu, vous avez dit le 28 au matin et pas le 21 au matin. J'ai pensé. Donc, je suis un peu lucide. Vous êtes un peu lucide. Un peu lucide. On n'est pas en sol quand même. On n'est pas en sol. Mais le 28, c'est bon. Bon. Nous partons du côté du téléphone et puis aux prochains téléspectateurs, nous demanderons d'attendre un petit peu puisque nous essaierons d'aborder le deuxième point. Sur les trois. Bonsoir, nous vous écoutons. Allez-y. Oui, bonsoir. Alors, je veux déjà dire à l'équipe, nous, que je pense que vous êtes porteur d'espoir pour la jeunesse, non seulement la jeunesse, mais aussi les aînés. J'appelle de la côte de la région Sud-Basse-Terre et je vais poser, donc je vous encourage et je vous félicite pour votre courage. Enfin, voilà ma première question. Vous avez parlé de responsabilité. Il y a deux préoccupations. La souveraineté, d'accord, mais vous avez parlé du contrôle des côtes, donc du contrôle des frontières en quelque sorte. Première chose, comment est-ce que vous avez donné une réponse? Ma question va concerne la gestion de la forêt. Le cœur de la forêt de la zone forestière de Guadeloupe, qui est gérée d'une manière que vous connaissez et qui, à mon avis, échappe à la connaissance, échappe à la Guadeloupe. À mon avis, qui échappe à la Guadeloupe, pour ce que je vois. Comment est-ce que vous allez... quelle est votre stratégie pour reprendre en main cette responsabilité-là? Et la dernière question va toucher au contrôle de la puissance énergétique en Guadeloupe. Et je pense particulièrement à toutes nos ressources solaires, maritimes, mais la géothermie en Guadeloupe.
la géothermie en Guadeloupe qui représente un fort potentiel. Et un fort potentiel qui est déjà très fortement convoité. Comment est-ce que quelle est votre stratégie pour que ces ressources deviennent un instrument majeur pour le développement de la Guadeloupe et donc forcément présentant de l'espoir pour la jeunesse? Merci madame. Merci madame. Rapidement. Non, effectivement, la dame a parlé de la gestion de la forêt, de la puissance énergétique. Tout ça, ce sont nos atouts. Nos atouts dont fait également partie la biodiversité, dont fait également partie toutes les sources énergétiques, effectivement, qu'on a citées. Donc, la première chose que nous devons faire, c'est faire en sorte que les Guadeloupéens soient conscients de ces atouts-là et de ces richesses. Et soient conscients que c'est sur ces richesses que nous devrons nous appuyer, nos richesses naturelles. Hein. Enfin, soleil, la mer, c'est ce que nous avons et nous pas besoin de payer pour ça. Ces atouts-là, les différents écosystèmes, les capacités que nous avons, la Guadeloupe a de nombreux écosystèmes et on peut faire des productions qui soient différentes entre le sud Basse-Terre et le nord Grande-Terre. Nous avons énormément de richesses et la première chose pour arriver à protéger ça, c'est que les Guadeloupéens en soient conscients. Donc par rapport à ça, au niveau de l'éducation, je parle loin parce que c'est pas juste prendre une mesure. Et quand on parle de l'ANG, du projet de l'ANG, c'est pas juste prendre des mesures. Nous voulons vraiment éduquer, former les Guadeloupéens à leur environnement naturel pour qu'ils en soient conscients et qu'ils le protègent eux-mêmes. Déjà, sans même demander l'État quoi que ce soit, tous les jours, faut conscient que là où on va vivre là, faut faire attention à cadre de vie, parce que c'est lui qui permet de vous vivre, donc il faut protéger. Donc par rapport à ça, nous prenons toutes les mesures pour que les Guadeloupéens eux-mêmes soient conscients de leur espace, de leur environnement naturel et de leur richesse, et qu'ils puissent arriver à protéger. Et évidemment, sur certains points, nous allons entrer en conflit avec l'État, puisqu'il y a l'État effectivement qui, par l'intermédiaire du parc national, etc. Sur certains points, parce qu'on ne peut pas dire non plus que le parc national ne protège pas un certain nombre. Il y a des Guadeloupéens qui sont peut-être mécontents de la gestion, mais le parc national fait aussi un certain nombre de choses pour protéger l'environnement. Mais ça, il faut que cette compétence-là revienne aux Guadeloupéens et à des Guadeloupéens conscients, ça c'est important, à des Guadeloupéens conscients de ces richesses-là. Merci. Alors maintenant, ça va, nous passons au deuxième point rapidement avant de récupérer un autre appel. Le deuxième point, c'est le problème de la terre. Pour pallier ce sentiment de dépossession que nous avons, il faut que nous arrivions à sanctuariser le foncier guadeloupéen. Nous savons, à travers le combat mené par les militants dans le domaine de l'agriculture dans les années 60-70, qu'il y a eu une réforme foncière qui s'est faite et que beaucoup de terres, contrairement à la Martinique, appartiennent à des Guadeloupéens et appartiennent à des collectivités guadeloupéennes, en particulier le conseil départemental. Mais il s'agit pour nous d'aller plus loin. Chaque Guadeloupéen est confronté à des difficultés pour pouvoir acheter un terrain, acheter un bien immobilier. Donc nous proposons la mise en place d'un office foncier solidaire sur le modèle de ce qui existe dans certaines régions. Alors, office ça n'est pas qu'il prend terre à moun, sous Jeanne la terre, c'est bien, mais toutes les nouvelles terres qui seront en vente, cet office va les acheter et proposer ces terres en location à des Guadeloupéens qui pour faire de l'agriculture, qui pour faire un projet économique et même aussi pour pouvoir bâtir une maison. Ça, c'est quelque chose d'important parce qu'elle nous a répété, nous a redit, on peuple sans terre, on peuple locataire. Il ne faut pas un jour matin nous lever et nous garder, il y a qui on met carré qu'elle nous nie et tout le restant, c'est à d'autres mondes. Donc, nous avons dit ça tranquillement, sans problème, nous ne pouvons pas entrer dans la guerre pour le monde. On va utiliser des mesures, un système institutionnel qui existe déjà dans le cadre dans lequel nous sommes. Merci, Ronald Selbonne. Autre appel, bonsoir, nous vous écoutons. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, je voulais tout d'abord féliciter cette liste que j'avoue que j'ai l'intention de voter pour eux parce que je sens que c'est un vent nouveau et qu'il y a beaucoup de jeunesse et de grandes personnes. Si je suis un petit peu sur Facebook, je vois qu'il y a des personnes très brillantes dans l'ensemble. Alors, la question que je voulais poser, et ça peut également être une proposition sobre, on va dire ça comme ça.
depuis tout à l'heure, j'entends depuis des années, la Guadeloupe n'est pas prête, la Guadeloupe n'est pas prête. Est-ce que la Guadeloupe est prête? Alors, c'est déjà une question, c'est déjà une manière de poser le problème qui me gêne, hein, parce que j'ai l'impression l'impression que ça me donne, c'est que les journalistes, quelque part, ne sont toujours pas prêts à aider la population à être prête. Je ne sais pas comment le dire. Hein. Je pense que vous avez un pouvoir, vous, quelque part, vous savez très bien, et qu'il est grand temps que vous prépariez aussi la population. D'autre part, alors excusez-moi, voilà. D'autre part, moi je fais partie des personnes qui ont appris très tard toutes les inventions faites par la loi, etc., et notamment par des entiers aussi, en l'occurrence. Est-ce que vous pensez mettre en place, ne serait-ce que pour la population, et des références hommes, femmes, des grands hommes guadeloupéens, guadeloupéennes, mis à part les personnes dont on entend beaucoup parler, par les anciens nationalistes et indépendantistes. Alors, j'entends parler du docteur de l'agronomie, j'entends parler, moi j'ai entendu parler du petit jeune là, à Cap-Esther qui travaillait à la NASA, etc. Je me demande s'il ne faut pas aussi, pour cette jeunesse, mettre en place des sortes de portails, parce que vous avez expliqué que vous alliez suivre les Guadeloupéens dans leur trajectoire scolaire, mais je pense aussi, est-ce qu'il ne serait pas intéressant de mettre en place des portails de référence dans tous les domaines de compétences guadeloupéens et aussi ensuite, d'accord? Enfin, c'est ma proposition et j'aimerais savoir qu'est-ce que vous avez prévu à ce niveau-là. Merci, madame. Alors, déjà pour commencer, le point de départ, en tout cas, on s'est dit que la culture, c'était pas juste un folklore qui était mis à côté, c'était vraiment la colonne vertébrale de ce qu'on faisait. Puisque c'est ce que nous sommes. Au-delà de la partie artistique, c'est vraiment ce que nous sommes et comment nous vivons. Et clairement, aujourd'hui, on a 80% des jeunes qui ont le bac qui partent. Ils partent pourquoi? Parce qu'avec l'idée, ils grandissent avec l'idée qu'il n'y a rien en Guadeloupe. Tout ce qui est patrimoine culturel ou même toutes les luttes qui ont eu lieu en Guadeloupe, si ce n'est pas la famille qui fait connaître ces luttes-là, si ce n'est pas la famille qui inscrit les enfants dans des écoles de gros cas, ce socle commun-là qui fait ce que nous sommes n'est pas connu. Qui fait que souvent, on a parlé tout à l'heure de l'office foncier et du fait que nous, on a réussi à sanctuariser pas mal de terres. Il y a beaucoup de jeunes qui ne savent pas qu'il y a une bonne partie des terres agricoles qui appartiennent au conseil départemental et au conseil régional qui sont gérées parce qu'il y a eu des luttes, parce qu'il y a eu et c'est ce qu'on a fait ce matin d'ailleurs à Sainte-Rose, quand on a fait le tour à Sainte-Rose, on ne connaît pas ces luttes-là. Donc on grandit avec l'idée qu'il n'y a jamais rien eu qui s'est passé en Guadeloupe, qu'on a toujours perdu, et donc il fait qu'on se pose encore la question de savoir est-ce que le Guadeloupéen est prêt? Il y a beaucoup d'historiens qui ont quand même travaillé dessus. Oui, mais il y a des émissions télé. La dame disait que les journalistes. Oui, mais là encore, il y a des émissions télé qui. On est encore sur le bon vouloir. Si on fait un micro-trottoir demain matin à Jarry et qu'on arrête les gens pour leur demander qu'est-ce qui s'est passé en Guadeloupe en mai 67, on parie ce que vous voulez. 8 Guadeloupéens sur 10 vont vous dire je ne sais pas ce qui s'est passé le 26 mai 1967. Parce que 8 sur 10, vous dites? 8 sur 10. Les groupes de gros cas ont fait beaucoup pour qu'on connaisse ces choses-là, mais le socle commun de cette histoire-là qu'on porte, ça devrait être à l'école en même temps que le reste. Et à l'école aujourd'hui, dans les livres scolaires, on apprend stricto sensu des livres qui sont produits ailleurs. Alors, donc ce qu'on dit, pour revenir, on n'apprend pas mai 67, on n'en parle pas. On peut parler de la jeunesse. Si c'est le professeur de son plein gré qui le fait. Voilà. On va rajouter quelques commentaires sur ça, du concret vraiment, où j'appelle vraiment la jeunesse à s'intéresser à son histoire, parce qu'il y a des initiatives qui existent dans des associations culturelles. Par exemple, on peut citer les associations de masse, des groupes APO qui font des expositions, qui organisent des ateliers, qui font un travail énorme de conscientisation. Et en fait, c'est souvent les personnes qui sont déjà sensibilisées qui participent à ce genre d'événements et d'opérations. Et je lance un appel ce soir à la jeunesse pour dire qu'il faut que cette jeunesse-là s'intéresse à son histoire, s'intéresse à ces grands hommes et ces grandes femmes qui ont construit la nation Guadeloupe, parce qu'elles existent, elles ne sont pas forcément connues. Ce matin, on a l'exemple d'échanges qu'on a pu avoir avec Harry Broussillon, avec Alex Bandou, avec Julien Mérillon, avec Ninette Matoura-Parsad également de Sainte-Rose. Et ce sont des personnes qui regorgent de connaissances et de richesses et qui sont encore contemporains et qui ont vécu l'histoire en 1970, en 1985 par exemple. Et il y a des luttes qui ont été faites par eux et
elles sont encore vivantes aujourd'hui, ces personnes, et on doit vouloir les rencontrer. C'est pas uniquement l'école, c'est pas uniquement l'université qui doit nous apporter la connaissance, c'est nous aussi qui devons aller chercher la connaissance sur Google, sur TikTok, sur Instagram, sur Twitter. Il y a tout ce qu'il faut sur Internet, et même s'il y a Covid, on peut encore organiser des rencontres, comme on le fait avec la mouvance Jeunesse ANG. Et il faut aller vers l'information. C'est ça le message. D'accord, merci. Nous avons des appels, des questions. On a prévu de financer l'édition de programmes pour les scolaires. C'est ce que je voulais dire en fait. C'est-à-dire que cette histoire-là doit arriver dans les écoles, donc on va aider au financement de programmes scolaires pour les professeurs. Merci, bonsoir, nous vous écoutons. Oui, bonsoir. Bonsoir à la liste de nous. Déjà, félicitations pour votre prestation. J'ai une question concernant la sécurité routière. Quand on regarde actuellement, il y a énormément de radars qui ont été positionnés en Guadeloupe. Vous parliez tout à l'heure de jeunes qui s'en vont, rien à voir ceux qui partent faire des études, mais aussi il y a pas mal de jeunes qui partent et qui ne reviennent pas du tout à cause de la qualité de nos routes. Et donc ma question serait simple, est-ce que vous avez pu réfléchir à la question de la façon, moi de mon point de vue, il y a un défaut de signalisation en Guadeloupe, les routes ne sont pas sécurisées. À mon avis, les radars ne peuvent pas résoudre les zones accidentogènes qu'on rencontre un peu partout sur le territoire. Et j'aimerais savoir si vous avez une piste de réflexion sur la façon dont on peut endiguer ce fléau, ce phénomène qui est les accidents. Encore récemment, il y a un jeune qui est mort aux abîmes, à peine 20 ans. Donc, est-ce que vous avez des pistes de réflexion là-dessus? Merci, monsieur. Qui veut répondre? Je vais y aller, c'est un terrain clivant, donc voilà. Non, mais notre responsabilité aussi est engagée à nous, collectivement. Il faut traiter les routes, il faut traiter la signalisation. La monsieur a raison dessus, il y a des défauts de signalisation, parfois, voire souvent, pourquoi pas. Mais c'est vrai que notre responsabilité est souvent engagée. En général, quand on voit les stats pour le coup de l'accidentologie, il y a souvent aussi le fait que la vitesse soit excessive, ou le fait qu'il y ait eu consommation de substances diverses et variées avant d'avoir commencé à conduire. Et pour le coup, la politique qu'on doit mettre en place pour gérer l'accidentologie, c'est une politique qui doit prendre en compte tous ces paramètres-là. Les routes, évidemment, la signalisation sur les routes, mais aussi le comportement des usagers. Quelque part, vous dites qu'il y a trop de radars. Non, pas du tout. Enfin, je me suis pas... Non, bien sûr, le comportement des usagers d'avant tout. De toute façon, à la limite, il y aurait pu y avoir 1000 radars. A priori, si je respecte les règles de la route, je ne suis pas concerné par ça. A priori, la seule chose, c'est si je les respecte, a priori, je n'ai pas de raison d'être flashé. A priori. Il peut y en avoir 200. Vous n'avez jamais été flashé? Évidemment, mais c'est de ma faute. Ah oui, absolument. Moi, oui, tout à fait. J'ai fait et je bats ma coupe en public. Ça m'est arrivé de faire un stage de récupération de points parce que j'ai pas perdu les points ici, j'ai perdu des points ailleurs d'ailleurs parce que j'ai pas fait attention et que je me suis lâché un peu, c'est vrai. Et c'est pour ça en réalité qu'à niveau là, faut nous courir avec nous-mêmes. Quand il y a défaut de la puissance publique, oui, faut nous gérer en nous, mais en même temps nous-mêmes. Il faut nous faire ces bonnes attention. La route, c'est pas un jeu, il faut qu'on soit responsable et c'est habité en nous. C'est en isla ça. Nous, quand on dit ça tous les, c'est pas un bol tout le monde. Faut nous gérer habité en nous bien correctement. Et nous tous, autant que nous sommes. Ronald Sedbon, rapidement, le troisième point, rapidement. Le troisième point, c'est le problème de l'eau. Très rapidement, je ne vais pas rentrer dans les détails. Nous savons tous que dans certains quartiers de Guadeloupe, les gens peuvent rester 15 jours, 10 jours sans eau. Donc, il faudra régler cette urgence. Nos experts se sont penchés un peu sur ce qui se fait dans la Caraïbe. Et dans certains pays de la Caraïbe, ils ont mis au point des châteaux d'eau mobiles. Donc, nous allons prendre dans les 300 millions du plan d'eau pour mettre en place dans certains quartiers ces châteaux d'eau mobiles pour régler l'urgence. Mais l'urgence n'est pas une politique. Régler l'urgence, c'est répondre aux besoins des citoyens, mais ce n'est pas une politique à long terme. Alors, pour régler ce problème de l'eau à long terme, nous allons faire en sorte que la région, le département, les EPCI
mettre une ligne chaque année, gros travaux, gros investissements pour l'eau, afin d'éviter que nous soyons tous les 30 ans en permanence à colmater les brèches. Il faut que nous soyons dans la prévention. Donc les tuyaux que nous mettons en place aujourd'hui, il faut déjà prévoir de l'argent pour les réparer dans 30 ans. Cela s'appelle de la prévision, cela s'appelle de la prévoyance. Merci. Nous avons un autre appel. Bonsoir, nous vous écoutons. Oui, bonsoir. Bonsoir, j'appelle des Abîmes. Oui. Et je voulais féliciter l'équipe de nous. J'avoue que c'est récemment que j'ai découvert cette équipe. J'ai lu leurs propositions. Et au jour d'aujourd'hui, je suis vraiment ravi de voir l'équipe qui est en place. Je connais certaines personnes qui sont là. Je connais leur background. Et je pense que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, je suis dans leur état d'esprit. Nous avons des compétences ici. Trop souvent, on nous a infantilisés. Et tout ce rapport néocolonialiste, il faut, je dirais, faire preuve de responsabilité, être debout devant cela et essayer de gérer d'homme à homme, comme leur leader a dit, gérer les choses. Il y a deux questions que je souhaiterais poser. La première, c'est par rapport au chlordécone. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a énormément d'exploitants agricoles qui ne peuvent plus vivre de leur terre, exploiter leur terre, parce qu'on sait que la molécule, elle reste dans la terre plus de 400 ans. Mais, excusez-moi, quand on en créole, et qu'on dit, taxe foncière là, il ne pas connaître des affaires à chlordécone. OK? Ouais. Ces gens-là, ils doivent boire, ils doivent manger. Ils ne peuvent pas vivre des productions ailleurs parce que là, ils polluent. Ça tue. Je parle créole parce que c'est notre langue, c'est en nous. OK? Ça, c'est très important. Deuxièmement, une autre question, et c'est là que je vais dans votre sens, de cette technicité, de cette prospective qu'il faut mettre depuis longtemps. Moi, j'ai déjà dépassé la cinquantaine, je ne dirais pas que c'est fini pour moi, mais en tout cas, nos jeunes qui viennent là, et c'est là que je reproche à nos politiques d'avoir manqué de prospective, de prévoir les choses. À pas l'envoi fin, au cas où prévoir pour mettre manger, c'est du fait. C'est par rapport aux compétences dont on a besoin, comme vous dites, influencer, prévoir, organiser pour répondre aux besoins de notre pays dans les secteurs économiques, je dirais, où nous avons besoin de main-d'œuvre. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Voilà. Merci. Je vous en prie. Merci. Rapidement, si vous voulez réagir, mais vraiment rapidement. On ne va pas revenir sur le badge, parce que si on mettait un travail en l'eau, on l'a eu. Ce qu'on a disait, c'est que vraiment, il faut vraiment comprendre que les étudiants qui partiront, enfin, qu'ils soient ici ou ailleurs, voire les jeunes actifs qui sont à l'étranger et qui sont intéressés évidemment par leur retour ici, ils seront automatiquement en lien avec le développement économique local d'aujourd'hui, et y compris les travaux qu'il y aura à faire dans 3, 4, 5 ans, qui soient publics, et là c'est nous qui gérons. Laisser investissement public, c'est habiter en nous, donc nous qui savons ce qu'il y a à faire, et aussi privé. Quand il y a un gros investissement privé qui se fait en Guadeloupe, c'est possible, ok, mais nous savons que, eh bien, dans l'arrêt de la salle, nous qui besoin 50 ingénieurs, 200 techniciens, etc., des gens qui sont ici ou ailleurs, et ces gens-là, automatiquement, ils seront mis au courant. C'est vraiment quelque chose qui, pour nous, est hyper important. Merci, Vincent Tassita. Merci. Non, il y a le chlordécone quand même, c'est important. Nathalie, pour merci, nous y arriverons tout à l'heure, mais il nous faut débuter le tour de plateau, puisqu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Donc, le tour de plateau, et lorsque nous arriverons à vous, si c'est vous qui avez à parler du chlordécone, vous le ferez à ce moment-là. Donc, vous avez la possibilité de vous adresser directement à cette population. Alors, un message court, un engagement court. Non, il faut vraiment le faire puisqu'il nous reste très peu de temps et nous avons un appel de téléspectateurs
Et ça sera le dernier de toute façon. J'inviterais simplement ceux qui ne connaissent pas encore la liste nous d'aller sur nos réseaux, que ce soit Facebook ou le site Alliance Nationale Guadeloupe ou d'autres, pour voir ce qu'on propose. Vous verrez que c'est une équipe qui n'est pas là pour mettre quelqu'un, un chef personnifié qui a tout réussi et qui est dans des discussions abracadabrantes de loyauté ou de même ou ne même pas. Mais qu'on parle des Guadeloupéens, qu'on parle de vos problématiques, qu'on parle de ce que vous avez envie de faire. On est des chefs d'entreprise, on est des associatifs, on est des fonctionnaires et on est là ensemble et on a des projets très ancrés dans la réalité. Donc venez voir sur nos pages ce qu'on propose et n'ayez pas peur de poser des questions, d'entrer en discussion avec nous. Et le 20, il ne nous reste qu'une seule chose, c'est à continuer le chemin qui est déjà commencé. Merci Vincent Tacita et ensuite nous récupérons cet appel, mais vraiment un dernier rappel. Les conclusions, c'est pas mon fort, mais en tout cas, nous, c'est la liste, mais c'est aussi nous, la population. Et c'est hyper important que nous comprendre que nous fait partie des territoires là ça. Et voter pour nous, c'est voter pour nous-mêmes, pour nous autres mêmes. Et c'est très important de comprendre, de valider ce que Laurence a dit tout à l'heure, mais également de voir que cette population-là, elle est en attente de besoins, de services, de développement, et nous allons faire en sorte de pouvoir répondre avec elle-même en partenariat. Merci. Dernier appel. Bonsoir. Votre question? Bon, ben, le téléspectateur a raccroché, il a dû m'entendre. Donc, ça sera pour une autre fois. Julie Tran. Oui, moi, ce que j'aimerais dire pour conclure, c'est que chaque personne prend conscience de ses capacités à son rythme et chaque personne peut apporter ses compétences aussi à son échelle. Et aujourd'hui, nous sommes tous engagés sur la liste nous parce que nous avons fait le choix et nous allons l'assumer jusqu'au bout et en apportant toute l'énergie et toutes nos compétences pour les Guadeloupéens. Merci. Cindy Daoumé. Ce que je souhaite dire, c'est que la politique, ça commence par soi-même, dans sa manière de consommer, dans sa manière d'éduquer ses enfants, dans sa manière de respecter son territoire, de respecter son voisin. Et s'il y a des idées complémentaires pour développer le pays, eh bien, rejoignez-nous. Voilà, c'est parfait. Je vais passer après Cindy là, je pense. Oui. Non, pour moi, Alors, vous aurez la possibilité quand même de prendre un petit peu plus de temps pour aborder... Répondre à la question de tout à l'heure là. Oui. Tout à l'heure là, lorsque le téléspectateur parlait de la route, de l'état de nos routes, moi j'aimerais aussi qu'on parle de l'état de nos transports publics, qui en fait qu'aujourd'hui, on a tous besoin d'un véhicule. Si on voit comment ça se passe dans des îles à côté, comme Barbade, il y a un transport, mais quel que soit l'endroit où vous vous situez sur le territoire, vous pouvez circuler, prendre ce bus mis à disposition que vous payez le dollar symbolique, me semble-t-il, et vous faites le tour de l'île. Et vous avez des arrêts partout et vous pouvez circuler sans véhicule personnel. Ce n'est pas une obligation. Donc nous aussi, nous avons un devoir de répondre aux attentes de la population, au lieu de pousser tout le monde vers la consommation et vers l'achat d'un véhicule qui reste 99% du temps garé sous le soleil chaud, ou la nuit, ou qu'importe. Pourquoi préciser sous le soleil chaud? Parce qu'il fait chaud sinon, tout simplement, et que petit lac a sorti, et que, bon voilà, quoi, c'est jamais agréable d'entrer dans un véhicule, il faut avoir la clim, bref, il y a des choses quand même, mais si on avait un réel service public de transport, on n'en serait pas là aussi. Et puis pour conclure sur ce que j'ai envie de dire par rapport à la liste nous, à l'ANG, nous toutes ces mounes, ça c'est quelque chose qui m'a marqué, c'est ce qui a fait que je suis rentrée dans l'ANG. Et à partir du moment où on est conscient qu'en tant que Guadeloupéen, on a quelque chose à faire pour le pays et qu'on ne peut pas rester à côté du wagon et dire bon, je ne suis pas d'accord, si tu n'es pas d'accord, fais ce que tu as à faire, apporte ta pierre, défends tes idées et on va arriver quelque part. Tout simplement. Vous avez juste constaté que nous toutes ces mounes, quand vous êtes... Parce que ce n'est pas forcément ce qu'on dit de l'extérieur. Hein. Dans la vraie vie, on va nous identifier en fonction de ce à quoi on ressemble, de nos origines, de nos parents. Bref, il y a pas mal de codes. Et quand on se retrouve avec des personnes qui ne se ressemblent pas, on ne vient pas de la même commune, on n'a pas les mêmes activités, par contre, on se comprend et on se respecte. Ah ouais, les mêmes coiffures, c'est vrai. On se respecte. Et à partir du moment où on peut échanger et on est capable de ne pas être d'accord sur un sujet, nous pas fâcher pour autant. Nous péquer coller parce que nous pas même l'idée là, les papiers là. Donc pour moi, l'intérêt, c'est de pouvoir communiquer, d'échanger et d'arriver à une solution. Nathalie Minacci.
Alors, je crois que je devais répondre à la question, effectivement, sur le chlordécone. Évidemment, ni 30% terre nous qui ni poison là, ça a qui ni chlordécone là, ça a Et il y a effectivement des choses qui peuvent tout de même, que l'on peut tout de même consommer sur ces terres-là. Bon, les choses qui sont aériennes, bon, ça, les Guadeloupéens le savent. Hein. Donc, il faut vraiment un plan global pour savoir où est-ce qu'on plante telle ou telle chose, qu'est-ce qu'on fait de ces terres-là, mais surtout, à côté de la recherche qu'il faut continuer à financer par rapport à ça, il faut aussi qu'on se batte sur le terrain des réparations et sur le terrain de la justice par rapport à l'empoisonnement qu'on a subi. Donc c'est vrai qu'il faut jouer sur les deux tableaux. Et pour donner un exemple simple, bon, il y a des recherches qui sont en cours pour, avec justement les travaux que mène Sarah Gaspard à l'université, en mettant du charbon au niveau du sol, ça diminue effectivement la pénétration du chlordécone dans les produits qui sont dans le sol. Donc ce sont des travaux à continuer. Il y a des perspectives. Il faut financer cette recherche-là. Ce serait une priorité. Mais en tout cas, terre-nous, c'est terre-nous. Même si nous chlordécone, nous qui trouvons bien pour nous faire éveiller. Mais il n'est pas question, effectivement, que nous qui venons à l'encan comme ça pour nous construire des espèces de bâtiments là, ou des bâtiments industrialisés qui pas en nous. Mais mon message, je ne l'ai pas encore dit. Rapidement, hein, puisqu'il nous reste vraiment pas de temps du tout. Non, mais simplement pour dire, oui, il faut qu'on s'exprime. Simplement pour dire qu'on doit chansonner, et ça c'est important. La démarche de l'ANG, c'est une démarche qui est peut-être différente des autres partis, qui se base sur l'expertise citoyenne des Mouns, des Guadeloupéens. Nous avons gardé nous investir en nous, nous avons essayé de garder nous, même si nous avons ça qui sortit en d'Europe pour nous garder nous, mais nous avons gardé nous investir en nous et nous avons proposé des solutions qui rassemblent nous et qui prennent en compte ça nous. Donc merci. Par rapport à ça, votez-nous. Merci. On a cette bonne. Oui. Quand nous avons constaté qu'un certain nombre de gens, là, ils mettaient blouse blanc à médecin, alors que c'est eux-mêmes qui rendent le pays la malade. Ils n'ont pas qu'à couillonner nous. Ils n'ont pas qu'à couillonner nous et blouse blanc, ils n'ont pas qu'à couillonner nous. Ça nous a dit, c'est que les Guadeloupéens seuls sont les meilleurs experts de la Guadeloupe, que nous sommes la seule solution possible à nos problèmes et qu'il faut que nous sortions de la peur, qu'il faut que nous sortions de l'agenouillement permanent, qu'il faut que nous sortions de l'infantilisation, qu'il faut que nous allions sur le chemin de la sueur et du travail, qu'il faut que nous allions en direction de la responsabilité, de l'émancipation. Et Antonio Tibita dit, si tu as essence là, on petit message tout coûte. La Sarah nous cavine. La Sarah nous cavine. Zafa monopole là, nous avons occupé de ça sérieusement. En tout cas, j'invite mon peuple, le peuple guadeloupéen, à voter nous, c'est-à-dire à voter pour eux-mêmes, à voter pour la Guadeloupe, en belle Guadeloupe. Merci, merci Ronald Selbonne, merci mesdames, merci messieurs d'être venus sur ce plateau. Nous nous retrouvons donc demain avec une autre liste pour une émission spéciale élection régionale des 20 et 27 juin. Excellente soirée à tous.